Les Sud-Africains crient leur ras-le-bol dans la rue face à la crise économique que traverse leur pays. Ils réclament la démission du président Jacob Zuma. Les habitants du quartier PK5 de Bangui étaient aussi dans les rues ce mercredi en Centrafrique. Ils demandent l'intervention des casques bleus pour un retour de la paix dans leur quartier. Enfin en Côte d'Ivoire, le monde culturel va célébrer du 17 au 21 décembre les 30 ans de carrière de l'artiste et écrivaine camerounaise Wéré Liking. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par l'Afrique du Sud. Des manifestants appellent à la démission du président Jacob Zuma face à la crise économique que traverse leur pays. Ils étaient dans les rues ce mercredi pour crier leur ras-le-bol. Voici les images. Quelques milliers de personnes ont manifesté mercredi dans plusieurs villes d'Afrique du Sud pour demander la démission du président Jacob Zuma qui a plongé l'économie de son pays dans la tourmente en évinçant son ministre des Finances. En effet, le 9 décembre, le président sud-africain Jacob Zuma avait à la surprise générale démis son ministre des Finances, le respecté Nala Nene, pour le remplacer par un jeune député peu connu, David Van Rooyen. Après seulement 4 jours en poste, ce dernier a finalement été limogé et remplacé par une valeur sûre, Pravin Gordhan, qui avait déjà occupé le poste de ministre des Finances de 2009 à 2014. Le fiasco provoqué par la volte-face de Zuma a mis en déroute les marchés et renforcé les oppositions au président, déjà ébranlé par des scandales de corruption, une économie en berne et accusée de ternir l'héritage de Nelson Mandela. Je suis ici pour me joindre à la population du pays pour dire que Zuma doit partir. Il est temps que nous ayons un nouveau président qui sache réellement ce que c'est que d'être un président, qui puisse réellement remplir ses obligations. Parce que ce que Zuma fait, ce n'est pas bien. Nous allons nous battre pour nous assurer que Zuma renonce enfin au pouvoir. Nous voulons nous assurer qu'il quitte le palais présidentiel, qu'il quitte la Lutuli House. Si l'ANC ne parvient pas à ça, si nous n'y arrivons pas à travers nos actions, nous le ferons grâce à nos bulletins de vote. Les élections locales arrivent l'année prochaine. Nous allons nous assurer que Zuma et l'ANC ne soient pas réélus. En 2019, nous allons mettre l'ANC à la porte. Dehors, dehors, allons. Pendant cette crise, l'une des pires depuis l'accession de Jacob Zuma au pouvoir, le rand sud-africain a atteint son plus bas historique face au dollar et à l'euro. Le rendement des taux sud-africains a lui dépassé 10%, une première dans l'économie la plus avancée d'Afrique. En Tanzanie, le président John Magufuli a limogé ce mercredi le chef de l'agence anticorruption pour manque d'efficacité et irresponsabilité. Son limogeage intervient après celui du directeur général du Bureau de prévention et de lutte contre la corruption. Limogeage faisant suite au constat de la disparition du port de Dar es Salaam de plusieurs centaines de conteneurs enregistrés à leur arrivée de l'étranger, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour l'État tanzanien. Et puis en République centrafricaine, des centaines d'habitants du quartier musulman du PK5 de Bangui ont marché ce mercredi jusqu'au siège de la mission de l'ONU. Objectif, demander aux casques bleus de chasser les ennemis de la paix de leur quartier. Voici les détails. Liberté, scandent les habitants du PK5, réclamant le départ des extrémistes de l'ex-rébellion Seleka qu'ils qualifient d'ennemis de la paix. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, nous avons décidé de dire non, qu'ils quittent le PK5 et nous laisser en liberté parce que nous voulons aussi que nos enfants partent à l'école. Nous voulons que nos femmes, nos malades aient accès à l'hôpital, à des hôpitaux. Ces manifestants expriment ainsi leur ras-le-bol face aux excès de violence qui règnent au PK5, l'un des quartiers les plus touchés par les affrontements survenus lors du scrutin du référendum de dimanche. Pour éviter que ces incidents ne se reproduisent lors des scrutins législatifs et présidentiels du 27 décembre prochain, les habitants du PK5 s'en remettent à la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Le déploiement des forces de la MINUSCA pour sécuriser en temps réel les élections regroupées présidentielles
présidentielles et législatives du 27 décembre prochain, afin de permettre à la population d'exercer dans la sérénité leurs devoirs citoyens. La collaboration franche entre la MINUSCA et les leaders de la communauté pour prévenir les éventuelles insuffisances. Nous voulons que la MINUSCA vont utiliser leur force. Si la MINUSCA n'a pas utilisé leur force, nous savons que c'est une force négative. Les affrontements enregistrés lors du scrutin du référendum constitutionnel ont coûté la vie à 5 personnes et blessé une vingtaine d'autres. L'attaque est attribuée aux extrémistes de l'ex-rébellion Séléka, opposés au processus électoral en cours et censés sortir le pays de 3 années de violence intercommunautaire. Rendons-nous maintenant au Soudan du Sud, où le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de sa mission en renforçant un peu ses effectifs et ses moyens d'action. Cet organe demande aussi à la mission des Nations Unies au Soudan du Sud de prendre des dispositions pour prévenir l'escalade de la violence, notamment à Djouba et alentours, afin de protéger efficacement les civils et les infrastructures essentielles de cette ville. Le mandat de l'ONU est prolongé jusqu'au 31 juillet 2016 au Soudan du Sud, en proie à la guerre civile depuis 2 ans. Conformément aux recommandations du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, les 12 500 casques bleus actuels seront renforcés par quelques 600 policiers et 500 soldats, ainsi que par des hélicoptères militaires et des drones de surveillance. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, continuera d'avoir pour priorité la protection des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les casques bleus protègent notamment 180 000 civils réfugiés dans 6 bases des Nations Unies dans tout le pays. Malgré la signature d'un accord de paix que tout le monde a salué, la situation demeure très sombre. Les gens ont très peur, ils sont toujours déplacés à ce jour et l'instabilité a fait que les gens ont complètement perdu leurs moyens de subsistance, c'est-à-dire être dans leurs champs, avec leur bétail, dans leur maison. Parfois, souvent même, ils ont été séparés de leurs proches. Mais la mission devra aussi s'efforcer de soutenir la mise en œuvre d'un accord conclu le 26 août 2015 entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles conduits par Riek Machar et qui prévoit un cessez-le-feu. En dépit de cet accord de paix, les combats n'ont jamais vraiment cessé. Le conflit, marqué par des atrocités attribuées aux 2 camps, a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,2 millions de personnes déplacées. Au Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, jugé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, est suspendu jusqu'au 8 février prochain, date à laquelle démarreront les plaidoiries. Ces dernières vont s'étaler sur toute une semaine en commençant par les parties civiles suivies du parquet et de la défense. Au total, 93 témoins ont été entendus depuis le début du procès qui a commencé le 20 juillet dernier. Le verdict pour l'action pénale sera prononcé fin mai prochain et la décision sur les intérêts civils sera prise au plus tard fin juillet 2016. Actualité hors du continent africain, à présent remise ce mercredi en France du prix Sakharov du Parlement européen à Ansaf Haïdar. Il s'agit de l'épouse du blogueur saoudien Raif Badawi, détenu pour insulte envers l'islam. Elle a qualifié à Strasbourg de voie libre dans le pays de la pensée unique en recevant en son nom le prix Sakharov donc, du Parlement européen. Avant la remise du prix, le président du Parlement européen, Martin Schulz, a de nouveau demandé au roi Salman de gracier Raif Badawi et de le libérer sans aucune condition et immédiatement. Quant à Ansaf Haïdar, elle-même réfugiée au Canada, elle a souligné que son mari n'était ni criminel ni voleur, mais une voie libre dans le pays de la pensée unique. L'épouse de l'emprisonné déplore que dans les pays arabes, une pensée libre et éclairée est considérée comme du blasphème. Elle estime que la société saoudienne vit sous le joug d'un régime théocratique. La crainte d'un exode des cerveaux arabes qui iront chercher un air plus frais ailleurs est persistante. De mémoire, le prix Sakharov a été décerné le 29 octobre à Raif Badawi
emprisonné depuis 2012 dans son pays. Le blogueur avait été condamné fin 2014 à 10 années de prison et à 50 coups de fouet par semaine pendant 20 semaines. La justice saoudienne, qui a ordonné la fermeture de son site internet, lui reproche d'y avoir publié des écrits critiquant la police religieuse de son pays et d'y avoir appelé la fin de l'influence de la religion sur la vie publique dans ce royaume ultra-conservateur. Le président colombien a annoncé dans un message télévisé que pour la première fois de son histoire, la guérilla des FARC va contribuer aux réparations matérielles en faveur des victimes, une décision qui fait suite à un accord inédit entre les deux parties. Il s'agit du premier accord de paix en Colombie qui ne s'est pas conclu par une amnistie générale pour tous ceux impliqués dans le conflit, mais avec la création d'une juridiction spéciale pour la paix, avec le pouvoir de connaître de toutes les violations de droits et de ceux qui en sont responsables. En parachevant 1 an et demi de discussion, l'accord définit notamment les procédures qui seront appliquées aux auteurs de crimes contre l'humanité dans le cadre d'une juridiction spéciale. Celle-ci pourra prononcer des peines aménagées par ceux qui avouent leurs crimes. Les membres de la guérilla des FARC qui ont participé aux crimes les plus sérieux et les plus représentatifs seront sanctionnés par le tribunal de paix, ce qui se traduira avec des restrictions de liberté de 5 à 8 ans. L'accord a été signé par les chefs d'équipe de négociation Ivan Marquez pour les FARC et Humberto de la Calle pour le gouvernement, en présence d'un groupe de victimes du conflit qui a fait le déplacement à la Havane. Ginette Bedoya, une journaliste enlevée et violée par des paramilitaires en 2000, a notamment prévenu les parties que les victimes seraient attentives à la stricte application des accords signés. Al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliación. En venant offrir notre volonté de réconciliation, nous croyons en elle et nous voulons que le pays croie à cet accord de paix. Mais si vous échouez, vous n'échouerez pas avec nous, mais face à l'histoire de la Colombie. Le conflit colombien, qui au fil des décennies a impliqué guérilla d'extrême gauche, paramilitaires d'extrême droite, forces armées et narcotrafiquants, a fait au moins 220 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et 6 millions de déplacés. Tenus sans cesser le feu sous la médiation de Cuba et de la Norvège, les pourparlers de la Havane ont déjà abouti à des accords partiels sur des points importants: réforme rurale, lutte antidrogue et participation des ex-guérilleros à la vie politique. Un mot de culture à présent. Du 17 au 21 décembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les acteurs culturels se retrouveront pour célébrer Wéré Wéré Liking. C'est à l'occasion des 30 ans de carrière de cette artiste et écrivaine d'origine camerounaise. Née en 1950 au Cameroun, Wéré Wéré Liking Nyepo a été élevée dans un milieu traditionnel. Elle vit en Côte d'Ivoire depuis 1978, époque à laquelle elle se lance dans des recherches en tradition et esthétique négro-africaine. Elle s'est intéressée à tous les arts, écriture, peinture, mise en scène, cinéma. Ses œuvres sont proches du vécu et relatent toujours un moment marquant de sa vie. Elle a fondé à Abidjan le village Kiyi il y a presque 30 ans. Nous faisons à notre petit niveau ce que nous pouvons pour donner des valeurs, enseigner des valeurs aux jeunes. Ils sont très connus comme les Boumou Mamadou, les Boni Niaouré, mais aussi à Togo les King Mensa, les Dobé Niaouré, les Eba Wadeo Benang, les Sari Boulonda dans la technique, parce que nous ne formons pas que des gens qui sont au devant de la scène, mais aussi derrière la scène. En 30 ans, l'école a formé nombre d'artistes et professionnels de la culture. Nombreux seront à l'affiche de Kiyi 30, un rendez-vous culturel continental axé autour du thème trésor et transmission. Wéré Wéré Liking est une artiste pluridisciplinaire. C'est une artiste qui est entière, elle est vraie. Elle a tellement donné, on ne pourra jamais lui rendre ce qu'elle nous a donné. La démarche littéraire de Wéré Wéré Liking Nyepo s'appuie sur le mouvement initiatique Kiyimbok, qui est, selon elle, un mouvement pour la renaissance des arts africains, pour la renaissance d'une culture panafricaine contemporaine et pour une rencontre et une reconnaissance des cultures du monde noir. Un avant-goût de nouveaux spectacles auxquels aura droit le public du 17 au 21 décembre à Abidjan.
Et voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci donc de rester en notre compagnie puisque l'information continue.